Décolle 12 avec Tahiti, Québec, India. Un avion réputé pour sa robustesse, Nous, pilotes, on l'appelait la Jeep des airs, en fin de compte. s'abîme en mer près de Tahiti. Un avion ne s'écrase pas comme ça, donc forcément c'est lié. Le contrôle aérien n'offre aucune piste. C'est un petit aérodrome. Il n'y a pas de radar. Nous apparaissait être une enquête très difficile. Est-ce un problème médical? Il pouvait avoir une défaillance physique du pilote. Un acte de malveillance? Ou pire encore, une menace qui plane sur les aéroports commerciaux du monde entier. À basse altitude, Michel Santurenne survole la Polynésie française. Air Moorea, demandons approche piste 12. Il assure une partie des 40 vols quotidiens entre Moorea et Tahiti. Air Moorea, autorisé approche piste 12. C'est une route qu'Éric Limard connaît bien. Moorea, c'est une île qui se trouve très proche de Tahiti, puisque la distance est à peine de une vingtaine de kilomètres à tout casser. On a juste un chenal à traverser. Les 5 archipels de la Polynésie française comptent plus de 118 îles éparpillées à mi-chemin entre l'Australie et l'Amérique du Sud. Les plages de cartes postales et les montagnes luxuriantes attirent des milliers de touristes chaque année. Air Moorea s'est spécialisé dans les vols navettes qui assurent un lien essentiel entre les îles. Air Moorea et ses avions faisaient vraiment partie du paysage quotidien pour les Polynésiens et les gens qui travaillaient sur Tahiti, qui vivaient sur Moorea, aussi bien pour les touristes, mais surtout pour la population locale. C'était vraiment le lien rapide et efficace. Me revoilà. Michel Santurenne a été engagé 3 mois plus tôt. Le manifeste et le poids, s'il te plaît. Après avoir servi dans l'armée, il entame une nouvelle vie au paradis. Il avait tout prévu pour installer sa famille, son épouse. Son épouse le rejoignait. On affiche complet. Les affaires marchent. Il assure les vols navettes tout seul, sans copilote ni personnel navigant commercial. Bon, c'est l'heure. Au paradis, faut pas traîner. Toutes les demi-heures, il doit être prêt à redécoller. Le capitaine faisait une petite visite rapide, un coup d'œil rapide sur l'avion, voir s'il n'y a rien de choquant, un peu dégonflé, quelque chose qui pourrait attirer l'attention. Le Twin Otter est un avion canadien à turbopropulseur accueillant jusqu'à 19 passagers. Nous, pilotes, on l'appelait la Jeep des airs, en fin de compte. Belle chemise. Et on accueillait les passagers très rapidement, ils remontaient dans l'avion. Ici. C'était très très court, à vrai dire. Mettez vos bagages devant. Belle journée pour voler. Après moins d'un quart d'heure passé à terre, le commandant est prêt à repartir. On est prêt au roulage. India, autorisé à décoller avec Tahiti. Air Moorea. Décolle 12 avec Tahiti, Québec, India. Le Twin Otter étant peu automatisé, Michel Santurenne pilote en manuel. La plupart des avions commerciaux modernes, on va dire, sont chargés d'aide au pilotage, d'électronique, d'écran. Mais sur ce genre d'avion, vous avez le plaisir de toucher l'avion, de le contrôler pleinement. L'océan se trouve juste au bout de la piste de 1200 mètres de long. Lorsqu'on vole là-bas,
c'est magique. Le lagon bleu, les îles magnifiques, le vert, ces mélanges de couleurs. C'est vrai que c'est paradisiaque. Les touristes sont aux premières loges pour voir décoller et atterrir les avions qui effectuent un des vols les plus courts au monde, 7 petites minutes seulement. Hein? Merde. Mais à bord du vol QE1121, il y a un problème. Le Twin Otter perd rapidement de l'altitude. Il pique brusquement. Et moins de 2 minutes après avoir décollé, il s'abîme dans l'océan Pacifique. Ah mon Dieu! La tour de contrôle est avertie. Il flotte ou il a coulé? Des pêcheurs ont beau se précipiter, ils ne retrouvent aucun survivant, uniquement quelques corps. Le bilan se monte à 20 morts. On a fait ce qu'on a pu, mais en fait, il n'y avait pas de survivants, quoi. Il n'y avait personne. Personne de vivant. Je me rappellerai toujours, c'était terrible, parce qu'on a toujours l'espoir, quoi qu'il en soit, que les personnes sur place s'en soient sorties, au moins quelques-uns. Et nous étions tous dans l'attente. Le drame affecte de nombreuses familles de l'île. En Polynésie, les gens se connaissent tous entre eux. Tout le monde est cousin de quelqu'un ou connaît la famille de quelqu'un. Donc la population a été très très marquée sur cet accident. Les pilotes d'Air Moorea suspendent leur activité le temps que les Twin Otter de la compagnie soient inspectés. Un avion ne s'écrase pas comme ça, donc forcément c'est lié soit à une erreur de pilotage, soit à un problème mécanique. Nous avions demandé, avant de poursuivre les vols, que l'ensemble de la flotte soit vérifié, bien évidemment. Bonjour. Une équipe du BEA, le bureau d'enquête et d'analyse, arrive bientôt de métropole. C'est à elle qu'il incombe de faire toute la lumière sur le drame de Moorea. Il n'y a que ça? L'enquête est confiée à Alain Bouillard. Le Twin Otter est un avion extrêmement robuste qui est utilisé dans tous les territoires difficiles où d'autres avions ne peuvent pas atterrir ou décoller. C'était quelque chose qui nous a interpellés, c'est que pouvait-il avoir arrivé à cet avion pour percuter la surface de la mer? Généralement, les enquêteurs s'appuient sur l'épave. Il n'y a rien à en tirer. Mais le Twin Otter étant au fond de l'océan, l'équipe n'aura pas grand-chose pour travailler, à moins de remonter les éléments principaux de l'avion. Il nous faut bien plus de débris. Et ce n'est pas la seule raison de récupérer l'épave. Contrairement aux gros avions de ligne, les Twin Otter ne sont pas tenus d'être équipés d'un enregistreur phonique. Mais Air Moorea en avait quand même installé un, et il contient peut-être des réponses. En plus de la voix du pilote, on espérait entendre des alarmes éventuelles. Mais la récupération de l'enregistreur phonique s'annonce difficile. Les plongeurs n'y arriveront pas. La profondeur était d'environ 700 mètres. Donc on ne pouvait pas envoyer de plongeurs. Il fallait un ROV, un robot piloté à distance. Les enquêteurs font appel à un bateau équipé d'un engin de ce genre, le navire câblier Île de Ré. Seul problème, il est à plus de 4000 km au large de la Nouvelle-Calédonie. Il lui faudra donc quelques semaines pour arriver sur site.
L'enregistreur phonique du vol 11-21 est équipé d'une balise de détection sous-marine, mais sa batterie n'a qu'une autonomie de 30 jours. On a fait venir le navire de récupération le plus vite possible, en moins de jours que ne tiendrait la batterie de la balise. C'était quelque chose qui nous apparaissait être une enquête très difficile si nous ne pouvions pas récupérer l'enregistreur de conversation du cockpit. En attendant, les enquêteurs comptent sur le contrôleur et sur l'enregistrement du radar de l'aérodrome pour obtenir des indices. Les premières choses dont on veut avoir connaissance au début d'une enquête, ce sont la trajectoire, le dernier point de départ et le point d'impact. Ce sont les renseignements qu'on cherche. Mais leurs espoirs sont vite déçus. C'est un petit aérodrome. Il n'y a pas de radar. C'est un nouveau coup dur. Quand on a découvert qu'il n'y avait pas de radar, on a été un peu déçus, dans la mesure où on savait qu'il allait être plus difficile de reconstituer la trajectoire. J'ai vu l'avion monter et tout à coup il a plongé. En attendant l'île de Ré, les enquêteurs doivent se contenter des seuls indices à leur disposition, les dépositions des témoins. Il nous paraissait incontournable de recueillir tous les témoignages qui pouvaient nous aider à comprendre l'événement. La plupart des témoins étaient soit sur la plage, soit sur les bateaux de pêche. Et tous ont déclaré que la montée de l'avion s'était déroulée normalement. Chaque jour, plus de 500 Twin Otter empruntent les routes les plus difficiles de la planète, de l'outback australien à la toundra du Grand Nord. Si ces avions, qui ont pourtant fait la preuve de leur robustesse, souffrent d'un défaut, il faut avertir au plus vite les professionnels de l'aviation. Les enquêteurs doivent donc impérativement découvrir pourquoi le vol 11-21 est tombé. Le pilote montait normalement et il aurait perdu le contrôle de son avion. À cause du poids ? En cas de problème de masse et centrage, on a des ennuis juste après le décollage. Calculer précisément le poids de la cargaison, des passagers et du carburant est particulièrement important pour un petit avion de transport régional. La moindre erreur peut avoir des conséquences tragiques, comme l'a démontré en 2003 le vol US Airways Express 5481 à Charlotte, en Caroline du Nord. 30 secondes après le décollage, les pilotes perdent le contrôle de leur Beechcraft 1900. L'avion tombe comme une pierre. Il percute un hangar de l'aéroport, faisant 21 morts. Il y avait une surcharge de plus de 250 kg par rapport au poids maximum autorisé au décollage, car l'équipage avait calculé le poids des bagages et des passagers à l'aide d'estimations erronées. Il est très important de connaître le poids de l'avion avant le décollage. Donc on s'est penché là-dessus très rapidement. 19 passagers, carburant et cargaison. Mais vérification faite, le devis de masse et centrage ne contient aucune erreur. Il respectait les limites fixées par l'avionneur. Pas de problème. Quelle que soit la raison du drame, le poids n'y est pour rien. En l'absence de tout autre élément, les enquêteurs en sont réduits à attendre que le bateau repêche l'enregistreur phonique, jusqu'à ce que Alain Bouillard décide de recourir à une méthode originale. Allô ? Oui, j'ai besoin d'un petit avion et d'un bon pilote. Merci. Au-dessus de l'île de Moorea, Alain Bouillard effectue un vol pour le moins inhabituel à bord d'un avion de transport régional, dans l'espoir de stimuler les souvenirs des gens qui ont assisté au drame du Twin Otter d'Air Moorea. Bien. Faisons un passage au-dessus du lagon.
Les pilotes ont des tâches bien particulières à accomplir à chaque stade d'un vol. Aussi, si les témoins peuvent estimer à quelle hauteur l'avion de Michel Santurenne est monté, les enquêteurs arriveront peut-être à deviner ce qu'il faisait lorsqu'il a perdu le contrôle. Les témoins observent l'avion de l'enquêteur lorsqu'il décolle de l'aérodrome. Si on leur demande quelle était l'altitude maximale, ils risquent de ne pas pouvoir dire si c'était 500, 1000 ou 2000 pieds. Mais si on montre un avion en disant « il est à 500 pieds », est-ce que ça correspond à ce que vous avez vu? Ils répondent plus facilement oui ou non. Non, trop. Refaisons un passage un peu plus bas. On a demandé aux témoins quel vol, parmi tous ceux qu'on avait recréés, coïncidait le plus avec celui qu'ils se souvenaient avoir vu le jour de l'accident. Oui, il était exactement là. C'est ça. Super. On était à une altitude de presque 400 pieds. Bon, on rentre. Les enquêteurs se font une idée de la hauteur à laquelle Michel Santurenne est monté. Des vols qui ont été faits nous ont permis d'estimer l'altitude à laquelle l'avion avait infléchi sa trajectoire. Quel qu'il soit, le problème est apparu pendant la montée. Pourquoi l'avion est-il subitement tombé? Et pourquoi le pilote n'a-t-il pas pu reprendre le contrôle? Mystère. Quand un avion se met à piquer juste après le décollage, on songe naturellement à une panne des moteurs. Une double panne? Un Twin Otter peut voler normalement même avec un seul moteur. Mais si les deux tombent en panne, ils risquent fort de piquer brusquement, exactement comme les témoins le racontent. C'était possible. Ça collait au niveau trajectoire. Sauf qu'une panne simultanée de tous les moteurs est un événement rarissime. Ça peut arriver par manque de carburant, mais c'est très improbable juste après un décollage. Et ça peut aussi arriver, ne l'oublions pas, en cas d'ingestion d'oiseaux dans les deux moteurs. Mais là encore, c'est très improbable. De plus, la majorité des témoins ayant entendu les moteurs au moment où l'avion piquait, la thèse de la double panne moteur ne paraît guère envisageable. L'enregistreur phonique pourrait confirmer le fonctionnement des turbopropulseurs, mais tant qu'il repose au fond de l'océan, le BEA doit se contenter de la trajectoire comme seule base de travail. C'était des informations tout à fait importantes, certes, mais qui n'expliquaient en rien l'événement. Il nous est apparu qu'il pouvait avoir une défaillance physique du pilote, un problème d'incapacité physique qui avait d'abord mis l'avion en descente. Ce sont des avions qui sont exploités en monopilote. Quand un pilote collabore à un problème, une incapacité physique, il n'y a personne pour prendre les commandes de l'avion. Si le pilote s'était retrouvé en incapacité physique, et s'il s'était effondré sur les commandes, on aurait eu cette trajectoire. Une fois la dépouille du commandant retrouvée, le médecin légiste pratique une autopsie en cherchant la moindre trace d'un problème médical susceptible d'avoir empêché Michel Santurenne de piloter. Mais à la lecture des résultats, pas de crise cardiaque. Les enquêteurs se retrouvent à la case départ. Il n'y avait rien qui pouvait supposer qu'il ait un problème de sein. On a des contrôles médicaux réguliers, qu'il avait passé sans aucune difficulté. Nous avions fermé cette porte comme cause de l'accident, l'incapacité du pilote. L'enquêteur désigné doit envisager toutes les éventualités, y compris les plus sinistres. Et si c'était une attaque délibérée?
Un des passagers était-il un meurtrier? Une intrusion d'une personne dans le cockpit, c'était quelque chose qui nous apparaissait comme plausible. Il existe des précédents. En 1987, un employé mécontent de la compagnie aérienne Pacific Southwest Airlines embarque à bord du vol 1771 et en plein ciel abat son ancien supérieur. Ensuite, il exécute une hôtesse de l'air et les 2 pilotes. Puis, il fait piquer l'avion. Son geste condamne les 43 occupants du petit avion qui se désintègrent dans les collines de Californie. Désolé, vous ne pouvez pas entrer. Qu'est-ce que vous faites? Si un passager a agressé le pilote, les bruits de lutte seront audibles sur l'enregistreur phonique. À ce stade de l'enquête, il nous paraissait évident qu'il fallait retrouver l'enregistreur de conversation. Le 26 août, 17 jours après le drame, le câblier Île de Ré arrive à Moorea. L'équipe du BEA connaît l'emplacement approximatif de l'épave, mais les courants océaniques ont peut-être charrié les débris. On a réduit la zone de recherche à un cercle d'environ 260 mètres de diamètre. On était quasiment certain que l'épave était à l'intérieur, mais on ne savait pas si l'enregistreur était tout seul de son côté ou s'il était encore dans le fuselage. Les efforts se concentrent sur la balise de détection sous-marine. C'est le bruit qu'on cherche. Les techniciens de l'île de Ré dirigent leur robot piloté à distance, appelé ROV, vers la source de ce bruit. Et très vite, nous avons localisé la zone de dispersion de l'épave au fond de l'eau. Voilà le Twin Otter. Ce qui reste du vol QE 1121 d'Air Moorea repose à plus de 650 mètres de profondeur. Nous avons vu les ailes détachées, nous avons vu les moteurs, nous avons vu une partie du cockpit. Cherchez la queue. La décision très vite a été de se focaliser sur la partie arrière où se trouvait l'enregistreur de conversation. Découpez-la pour extraire l'enregistreur. Et nous avons pris la décision de découper le fuselage pour récupérer l'enregistreur de conversation. L'opération est délicate. La moindre fausse manœuvre pourrait endommager ou détruire le précieux enregistreur. Tout doucement. On espérait vraiment le retrouver intact ou très peu abîmé pour avoir un maximum de chances de l'exploiter. La récupération exige des trésors de patience. Ce travail de découpe ou de grignotage de la tôle par le robot, qui est plus exact, a duré 5 et 6 heures de travail avant de prendre l'enregistreur de conversation. Finalement, les techniciens dégagent l'appareil. On l'a. Excellent travail. Il nous a passé un grand ouf de soulagement. On ressentait à la fois de la satisfaction et de l'inquiétude. Parce que c'est très bien de mettre la main sur un enregistreur, mais encore faut-il que ces données soient exploitables. Donc l'étape suivante, c'était l'envoi au laboratoire du BEA pour faire la lecture le plus vite possible. On remonte d'autres éléments importants de l'épave du fond du lagon. Nous avions décidé de remonter un certain nombre de pièces qui nous paraissaient essentielles en complément des informations du CVR.
On voulait avoir les moteurs et on voulait l'essentiel des panneaux de bord. Les enquêteurs téléchargent les données du CVR. Comme un pilote seul parle peu, le BEA compte sur l'environnement sonore pour trouver des pistes. Sur l'enregistreur phonique, on a entendu que le roulement au décollage et la montée initiale semblaient s'être déroulés normalement. L'équipe entend l'avion s'envoler et le pilote actionner ses commandes. L'intrusion dans le cockpit était une hypothèse qui était ouverte, mais nous attendions la récupération de l'enregistreur de conversation pour fermer cette porte. Et cette éventualité peut être rejetée. La première impression que nous a donnée la lecture du CVR, c'est qu'il n'y avait pas eu d'intrusion dans le cockpit, qu'il n'y avait pas d'autres personnes dans le cockpit. Puis, le pilote pousse une exclamation de surprise. Merde! Tout était parfaitement normal jusqu'au moment où le pilote a poussé ce juron. Cet enregistrement permet également d'exclure d'emblée une autre hypothèse. Les moteurs marchent. Ils avaient tourné à la puissance décollage maximale jusqu'au moment de l'impact. On dirait qu'ils rentrent les volets. Le pilote étouffe un juron juste après avoir actionné les volets. Encore. On a entendu les volets rentrer, on a entendu le pilote se mettre à respirer plus bruyamment, comme s'il tirait sur les commandes de vol. Et juste après, on a entendu qu'il était très surpris. Merde! Et quelques instants plus tard, l'avion tombe dans le lagon. Malgré l'expérience, c'est éprouvant d'écouter ces enregistrements, surtout quand le vol s'est fini par une tragédie. C'est forcément lié au volet. Mais comment ? Les enquêteurs découvrent que sur les vols à destination de Tahiti, les pilotes de Twin Otter rentrent les volets à environ 400 pieds, l'altitude à laquelle le vol 1121 s'est mis à piquer. Ces surfaces mobiles ont-elles mal fonctionné ? Avant le décollage, les pilotes déploient les volets pour augmenter la portance lors de la montée. Pour les phases de croisière, les avions rétractent leurs volets pour pouvoir avoir une aile qui est adaptée à ce vol, c'est en diminuant les traînées qui sont associées à ce vol-là, cette phase de vol. Les enquêteurs examinent le mécanisme qui actionne ces surfaces mobiles. On a analysé le vérin de manœuvre des volets. Ils constatent qu'il est dans la bonne position et que rien n'indique le moindre problème de fonctionnement. Les volets sont bien. Les volets étaient rentrés au moment de l'impact. Au bout de plusieurs semaines de travail, le BEA ignore toujours pourquoi le vol 1121 a piqué brusquement. Bon, examinons ces câbles de très près. L'enquêteur désigné s'intéresse aux câbles qui actionnent des gouvernes situées sur la queue. Il nous restait la possibilité d'une défaillance technique sur l'avion. 4 câbles commandent les gouvernes de la queue du Twin Otter. 2 font aller la gouverne de direction à droite et à gauche. Et les 2 autres font monter et descendre les gouvernes de profondeur. Tous les 4 ont cédé. Reste à savoir quand et comment. Ces câbles se composent de plusieurs taurons, de fils fins, qui sont enroulés en hélice puis tauronnés pour gagner en solidité. Les observations montrent que 3 de ces câbles ont été sectionnés au moment du choc. Dégâts à l'impact. Mais pas le 4e.
Celui-ci est intéressant. Il n'a pas cédé à l'impact. Un des câbles avait cassé différemment des trois autres. C'était quelque chose qu'il fallait étudier. 2 câbles sont reliés aux gouvernes de profondeur. Le premier les abaisse pour faire pointer le nez de l'avion vers le bas, l'autre les lève pour faire pointer le nez vers le haut. C'est celui-ci qui a cassé avant l'impact. Une rupture en plein vol pourrait expliquer le brusque piqué. Merde. La rupture du câble, la cabrée, était cohérent avec la trajectoire qui avait été décrite par les témoins. Et tout à coup, il a plongé. Les enquêteurs comprennent enfin pourquoi le pilote a perdu le contrôle de l'avion. Une défaillance mécanique extrêmement rare a frappé sans prévenir. Mais cette seule réponse ne suffit pas. Envoyez ça à Estelle au Bourget pour voir ce qu'elle en pense. Il faut comprendre pourquoi le câble s'est rompu avant qu'un autre Twin Otter soit victime du même problème. Quand le câble à cabrer arrive au Bourget, Estelle Bancharel, une spécialiste des matériaux, l'examine sous toutes les coutures et constate quelque chose d'étrange. Les taurons n'ont cédé ni au même moment, ni pour les mêmes raisons. Les extérieurs sont usés et ceux qui sont à l'intérieur, ils n'ont pas été usés. Ils sont rompus, quoi. Ils étaient entiers. Les dégâts des taurons extérieurs sont caractéristiques d'un frottement. On dirait que la moitié s'est usée avec le temps. Lorsque nous avons regardé ce câble sous le microscope, nous avons pu voir que de nombreux fils présentaient ces plages d'usure. Tous les fils extérieurs de chaque tauron extérieur présentaient cette usure, ce qui représentait une usure importante. Le câble à cabrer relie la colonne de direction à la gouverne de profondeur en coulissant à travers des guides câbles plastifiés. À chaque fois que le pilote lève le nez de l'avion, le câble frotte dessus. C'est au décollage et à l'atterrissage que les pièces s'usent le plus. Et les mécaniciens tiennent compte du nombre de vols pour évaluer l'usure. 48. Et les dossiers de la compagnie suscitent l'inquiétude. Plus de 50 vols. Les appareils d'Air Morea multiplient les vols navettes, ce qui signifie qu'ils décollent et atterrissent bien plus souvent que la plupart des gros avions de ligne. En moyenne, il faisait entre 50 et 70 décollages par jour et atterrissages aussi, le même avion. Il faut établir quels effets ces décollages et atterrissages incessants ont eu sur le câble à cabrer. Les câbles sont soumis à un test qui reproduit le frottement qu'ils ont subi. Mais il faut aussi prendre en compte un autre facteur. C'est le seul avion de la flotte d'Air Morea à être équipé de câbles en acier inoxydable. On a découvert qu'il y avait 2 sortes de câbles de commande sur cet avion. L'avion accidenté était une acquisition récente de la compagnie. Ces autres Twin Otter sont équipés de câbles de commande en acier carbone, mais ceux du vol 1121 étaient en acier inoxydable. Ce métal résiste mieux à la corrosion due au sel. C'était logique d'utiliser des câbles en acier inoxydable pour ralentir la corrosion liée à l'atmosphère saline. Dans ces conditions, les câbles se corrodent plus vite que lorsqu'on vole au-dessus de la terre ferme. Mais les câbles en acier inoxydable n'ont pas que des qualités. Ils résistent moins bien au frottement. Un détail qu'Air Morea a négligé en établissant le planning d'entretien de l'avion accidenté. Un câble en acier inoxydable contient du chrome, ce qui lui donne une meilleure capacité à résister à la corrosion. Alors qu'il contient aussi des éléments nickel qui peuvent le rendre plus sensible au phénomène d'usure. Et le test confirme que la multiplication des vols a usé la partie extérieure du câble.
L'acier inoxydable est usé comme sur le vol d'Air Moréa. Ces usures provenaient des frottements avec les parties en contact avec l'avion. C'est une découverte capitale qui explique pourquoi un câble de commande essentiel s'est rompu en plein vol. Le frottement a endommagé le métal petit à petit, jusqu'à ce que Michel Santurenne tire sur les gouvernes de profondeur pour monter. On a d'abord pensé que le câble s'était rompu suite à cette usure. C'est la première impression qu'on a parce qu'on a une usure importante. Estelle Bancharel s'empresse de le vérifier. Elle recrée la force infligée par la manœuvre lorsque le pilote a fait se lever le nez de son avion. Si elle a vu juste, le câble devrait se rompre. Mais il n'en est rien. Lorsque nous avons fait cet essai, nous nous sommes rendus compte qu'avec une usure à 50%, il fallait encore un effort très très important. Un effort 10 fois plus important que celui que l'on pouvait rencontrer en vol dans cette phase de rentrée des volets. Nous avons donc vu à travers les essais que même un câble usé à 50% supportait très largement les efforts exercés sur le câble en vol. Le câble est resté intact. Il nous fallait chercher quel phénomène avait pu fragiliser le câble. Il s'est passé autre chose pour qu'il casse? Mais quoi? Parfois, les avions subissent des dégâts difficiles à détecter suite à des chocs légers avec des véhicules aéroportuaires. Si l'un d'eux a percuté accidentellement la gouverne de profondeur de l'avion, il a peut-être fait céder plusieurs fils du câble de commande déjà abîmé. Alain Bouillard consulte les dossiers des aérodromes desservis par le Twin Otter, Moréa et Tahiti, où l'avion stationnait pendant la nuit. Merci. Il veut savoir si l'appareil a été victime d'un accident. Rien. Aucun accident signalé. Nous n'avons pas relevé de traces de choc sur la gouverne mobile, ce qui excluait le heurt par un véhicule durant le stationnement de nuit. De nouveau, c'est l'impasse. La rupture du câble de commande semble inexplicable. Jusqu'à ce que Alain Bouillard remarque quelque chose sur le taxiway de l'aérodrome de Tahiti. Excusez-moi, les avions à réaction passent près de ceux d'Air Moréa? Nous avions ciblé de phénomènes de souffle de rotor, phénomène appelé jet blast. Les gaz expulsés atteignent des vitesses équivalentes à celles des vents d'un ouragan, parfois plus de 160 km/h. Un avion en pleine puissance, un avion comme un Airbus ou comme un Boeing, qui met la pleine puissance, peut retourner l'avion qui se trouve quelques dizaines de mètres derrière. C'est une force phénoménale. Les enquêteurs étudient l'agencement de l'aérodrome de Tahiti pour voir si les avions d'Air Moréa ont pu être endommagés par le souffle d'un réacteur. Bon. Les Twin Otter d'Air Moréa stationnent ici. La compagnie parque ses appareils tout près d'un taxiway qu'empruntent les gros porteurs. Dans les aéroports, on dresse habituellement des barrières anti-souffle pour protéger les avions et les installations. Mais celles qui devaient abriter les Twin Otter à Tahiti ont été retirées. Regardez, C'est une découverte majeure. les jets reculent par ici. Ces barrières, pour des commodités de passage d'un parking à l'autre, ont été enlevées. Il n'y avait plus cette barrière physique qui protégeait les avions Twin Otter. Les jets style Airbus ou Boeing se trouvaient à, on va dire, entre une centaine de mètres par rapport au parking d'Air Moréa. Très proche donc. Les avions d'Air Moréa stationnent dans l'axe du souffle des réacteurs. Cet avion était parqué sur un parking qui avait
qui était propice à être soufflé par les gros porteurs au départ. Et nous sommes arrivés donc à cette hypothèse à très haute probabilité que le câble avait probablement été fragilisé par ce phénomène de jet blast. Les avions d'Air Morea sont particulièrement exposés au souffle des réacteurs. En raison d'une directive de la compagnie visant à éviter les accidents, les Twin Otter stationnent avec leur commande de profondeur bloquée en position plein piqué. Il est impossible de décoller avec une gouverne ainsi verrouillée. Elle était bloquée par un dispositif qui évitait que les câbles bougent et qui évitait que la gouverne bouge. Mais la position plein piqué a sûrement aggravé les effets du jet blast. Comme une voile en plein vent, les gouvernes de profondeur inclinées ont dû prendre de plein fouet la puissance du souffle, ce qui n'a fait qu'ajouter aux contraintes supportées par le câble à cabrer. Si les commandes sont bloquées, qu'elle vient exercer cet effort directement sur le câble. La puissance du souffle des réacteurs est-elle suffisante pour abîmer un peu plus un câble endommagé? Un nouvel essai permet de le vérifier. Nous avions un câble qui était usé à 50%. Un câble possédait encore des caractéristiques de résistance très fortes. Un phénomène de jet blast avait fragilisé ce câble pour qu'il ne reste plus qu'un ou deux torons valides. Le souffle des réacteurs ne détruit pas le câble, mais ce dernier ne tient plus que par quelques torons. Il y en a juste assez pour décoller, mais trop peu pour résister à un vol de 7 minutes. Il ne tenait qu'à un fil. Si le souffle des réacteurs avait entraîné la rupture complète du câble, le commandant n'aurait pas pu décoller. Mais une fois en l'air, Michel Santurenne et ses 19 passagers sont à la merci d'un simple tauron métallique. Les enquêteurs simulent les forces exercées par l'action sur les commandes. À 400 pieds, le pilote rentre les volets. En conséquence, son avion pique légèrement, ce qu'il corrige avec la gouverne de profondeur. Et cela suffit à casser le dernier tauron d'un câble déjà abîmé. C'était fichu. Nous avons pu déterminer que la force nécessaire pour contrer le couple piqueur était la force qui cassait le dernier tauron. Michel Santurenne n'a aucun moyen de sauver l'avion et ses 19 passagers. Vous imaginez sa réaction, qu'est-ce qui se passe? Le câble casse, le manche a dû revenir vers l'arrière, et le temps que vous analysez ce qui se passe, essayez de rattraper l'avion descend très rapidement, et quelques secondes plus tard, vous percutez la planète. L'accident a coûté la vie à 20 personnes. Et il a bouleversé à jamais la vie de leur famille. L'équipe du BEA rentre de Polynésie bien déterminée à rendre le Twin Otter encore plus sûr. Une première recommandation faisait état de vérifier de manière urgente tous les câbles, tous les avions équipés de câbles en acier inox. Les normes concernant la maintenance et l'inspection des câbles ont été renforcées dans le monde entier. La principale leçon, c'est le risque que présente le jet blast. Le drame d'Air Morea a attiré l'attention sur le rôle vital des barrières anti-souffle, surtout dans les aéroports où se côtoient gros porteurs et petits avions de transport régional. Un tel drame ne devrait donc plus se reproduire. J'ose espérer. Sinon, à quoi ça sert d'avoir un accident pareil et d'avoir 19 personnes qui périssent et retrouver la même chose quelques temps après sans en tirer les conséquences ni les leçons? Ce serait dommage.